Un jour je suis né, depuis j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et, pour la plupart, de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, nous allons parler, jaser, de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, pour les aventuriers de l'imaginaire, je reçois un artiste incontournable du monde de l'impro. Acteur et metteur en scène prolifique, capable de passer de Shakespeare au Monty Python, de Marguerite Duras à Eric Assous, de la comédie au drame, il met également en scène avec sa compagnie plus d'une vingtaine de spectacles, du Tchekhov, Eugène, Claudel, etc., etc. On le voit également au cinéma, mais c'est vraiment au théâtre qu'il consacre la majeure partie de sa vie. C'est l'homme de théâtre par excellence. Il le dit d'ailleurs lui-même, il est plus souvent entré sur une scène de théâtre que chez lui. Yvan Garouel. Bonjour Yvan. Bonjour. Ça va bien? Oui. Écoute, je suis très content d'être chez toi. Donc je suis à Paris, on est dans le 14e, vers le métro Alésia, et on est dans l'appartement de ta maman, c'est ça? Maintenant c'est le mien. Hein. C'est le tien maintenant. Ah oui, parce que voilà, qui était à ta maman. Voilà, absolument. Et mes parents, je suis né ici. Tu es né ici. Voilà. Okay. Alors, comme je dis dans mon introduction, hein, tu es un acteur, metteur en scène, chanteur aussi, tu fais vraiment beaucoup de choses. Mais on va parler de l'improvisation, puisque on parle des aventures de l'imaginaire, donc on va surtout axer ça autour de l'impro. Et la question que je pose de manière traditionnelle à tous mes invités, je commence par ça. Depuis combien de temps tu fais de l'impro et comment ça a commencé pour toi? Ça a commencé en 1984. J'étais à Avignon, j'avais monté un spectacle, et dans le même théâtre, il y avait des gens qui sont devenus de très chers camarades que je vois toujours, et Jean-Pierre Morby, Patrick Lambert, Didier Chex, et ils m'ont dit à la fin d'Avignon, tu fais de l'impro. Moi, j'en avais fait en cours, mais pas en match. J'ignorais l'existence des matchs d'improvisation. Et on s'est entraîné 2 fois par semaine dans une cave pendant 1 an pour présenter notre candidature à la LIF, la Ligue d'improvisation française, qui jouait au Bataclan depuis 1 ou 2 ans. On n'a pas été pris. Alors on a retravaillé pendant 1 an dans la même cave et on a été pris la 2e année. Ah, alors toi, ça c'est... En tant qu'équipe. En tant qu'équipe. Vous avez auditionné en tant qu'équipe. Vous avez été pris en tant qu'équipe. Oui. Vous avez intégré la LIF comme ça à plusieurs. Oui. J'ai fait venir Taïra, j'ai fait venir Séverine Denis et on s'est présenté, on était en équipe. Ah, tu vois, ça c'est intéressant, je savais pas. J'avais l'impression que tu étais comme les autres, t'avais fait partie dans des premiers temps des créateurs de la LIF avec Galliot, Lopez, tout ça. Non, t'es arrivé après. Non, je ne suis pas créateur. On est arrivé peu de temps après la création, mais je suis pas créateur. Oui. Quand tu rencontres Didier, Jean-Pierre Morby, tous ces gens-là, donc toi, tu t'es déjà acteur, t'as déjà fait de la mise en scène, tu fais pas mal de choses. Oui. T'as quel âge quand tu découvres ça? J'ai donc 58, 68, 78, 26 ans. 26 ans. Et tu découvres ça. Avant, donc, tu dis que tu t'entraînes avec Didier et compagnie. Vous allez voir des matchs régulièrement au Bataclan. Vous apprenez aussi en regardant les autres? Oui, mais on s'entraîne de manière totalement empirique. On n'a pas du tout encore théorisé, comme je vais expliquer, ça a été fait par la suite. On fonctionne de manière totalement intuitive, instinctive, et on ne fait que constater qu'une improvisation est réussie ou ratée. On ne sait pas encore pourquoi. Voilà. Nous, on a vraiment, on est comme des artisans. On a commencé comme la chanson de gestes, pour faire des gestes, par la parole, avant de comprendre comment ça marchait. Vous vous entraînez entre vous? Il n'y a pas quelqu'un qui vous entraîne, qui chapeaute le truc? Personne. Non. Ah, il y a Jean-Pierre Morby qui lui n'a pas joué, qui était coach. Voilà. Donc il y a Jean-Pierre Morby, mais il est coach, mais il n'est pas encore. Tout ça n'a pas encore été théorisé. D'accord.
Pourquoi tu as envie de faire ça quand tu découvres qu'est-ce qui résonne en toi pour avoir envie de faire ça? C'est pas tous les comédiens qui veulent faire de l'improvisation. Ouais. Est-ce que tu arrives à le conceptualiser J'aime ça? le risque. Je suis quelqu'un, j'aime bien le risque, et c'est très risqué, l'improvisation. D'abord, j'aime beaucoup ses camarades. On s'entend très très bien. Ça devient des amis. On rit beaucoup. Le rire est fondamental. La vie, voilà, il faut se désennuyer. Il faut. Le rire est une des choses les plus intelligentes. C'est un regard porté sur la réalité qui permet de pas être la tête dans le guidon. Le rire, c'est fondamental. Voilà. Donc, les improvisations sont souvent drôles, pas que. Et moi, elles me permettent. Voilà, une nouvelle manière, alors que je viens d'un théâtre très précis, très méticuleux, millimétrique, une nouvelle technique. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai eu la chance de travailler avec toi dans une de tes mises en scène. Tu avais monté la grotte de Hanouille au Lucernaire. Et oui, au niveau théâtre, tu étais quelqu'un de très consciencieux, de très tout est l'impression vraiment tout est carré, tout est millimétré, tout est prévu et conçu, tout est pensé. Alors que l'impro, c'est absolument le contraire de tout ça, quoi. Oui, je n'improvise pas quand je suis au théâtre, sauf que j'improvise quand même. Pourquoi? Je n'improvise pas au niveau de la forme. Pour moi, il est très important de raconter une histoire qui est la vision d'un auteur et d'un metteur en scène. On peut monter une pièce de 1000 manières différentes, mais on a une vision, c'est ça qui fait une œuvre d'art. Mais l'improvisation, dans le travail de l'acteur, même dans une pièce millimétrique, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire que le regard de mon partenaire, l'état du public, va tout d'un coup, un jour, m'offrir quelque chose qui n'était pas là la veille, qui est de l'ordre de l'impalpable, qui est de l'ordre du sentiment, de l'émotion. Et cette chose-là, je dois m'en emparer et je dois jouer en conséquence de ça. Et ça va me donner au spectateur cette impression de spontanéité, de vérité, que c'est la première fois qu'on voit cette pièce, même si c'est la 500e. Voilà. Donc, moi j'estime qu'il y a quand même une part d'improvisation dans le théâtre précis, parce qu'on n'est pas des robots. Voilà, on n'est pas que des vecteurs d'un texte et d'une émotion. On peut pas faire le même parcours tous les jours. Il faut le faire au niveau formel. Mais à l'intérieur, ça bouillonne et il y a des choses nouvelles qui arrivent à l'intérieur, au niveau des émotions principalement, et parfois même au niveau formel. Alors, je ne revendique pas ça comme étant une règle pour tous les comédiens. Je suis en train de jouer avec Stéphane Fraisse en ce moment, qui a des petits passages où il se permet des petites improvisations, il se permet une nouveauté. Alors c'est sur un mot, il fait pas ça pendant toute la pièce, c'est sur un mot, à un passage, et ça lui donne, et c'est très réussi, et ça lui donne une liberté, ça donne une impression de vérité. Je serais incapable de faire comme lui. Donc je l'admire pour ça. Mais vraiment, quand tu parles de ça, ça me fait penser, parce qu'on a des exemples aussi assez frappants. On pense notamment à La Cage aux Folles avec Serrault et Poiret, où ils étaient capables les gens disaient qu'il y avait certains soirs, le spectacle, il durait pas le double, mais il y avait une demi-heure de plus, parce qu'ils improvisaient, ça partait complètement en live. Ouais. Et oui, je trouve que c'est assez important aussi c'est... Comme tu dis, on n'est pas des robots, et donc à partir du moment où on joue et qu'on joue avec un partenaire, c'est en fonction de ce que ton partenaire te renvoie que tu joues aussi. Alors d'une manière formelle, tu vas toujours faire la même chose, mais certains soirs, ton partenaire va t'envoyer un truc qui est un peu différent, et si t'es pas en état d'ouverture, tu pourras pas réagir à ça. Exactement. Quand tu intègres la LIF, donc avec l'équipe dont tu m'as parlé, comment ça se passe avec les gens qui sont là? L'accueil est bon? Non, pas du tout. Ils vous voient comme des compétiteurs? Je ne sais pas, je peux en parler librement, puisque eux-mêmes sont devenus des amis depuis. Bien sûr. Eux-mêmes sont devenus des amis. Mais au moment où on arrive, non, ils nous regardent un peu comme c'est notre affaire à nous, c'est notre histoire. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent, voilà. Mais ils font quand même partie des gens qui ont accepté de nous intégrer. Donc ils ont quand même ce côté positif. Et puis
ce sont d'excellents improvisateurs, et nous, on n'est pas encore au niveau, à mon avis. Voilà. C'est fou parce que les gens te connaissent pas comme je te connais, mais pour moi, tu es un des grands improvisateurs français. Pas du tout. Mais toi, alors, c'est ce que tu penses toi. Oui, moi je vais te dire exactement comment je m'analyse. J'ai des fulgurances. Moi, j'ai jamais vu Christian Sinitger faire une mauvaise improvisation, ou Gilles Galliot, ou Éric Métayer dans son style. Moi, j'en ai reçu des savates, hein, les 1300 savates du Bataclan, je les ai reçues. Et puis parfois, j'ai eu la première étoile. Parce que j'ai inventé des trucs. Moi, ce que j'aimais bien dans l'improvisation, c'était pas reproduire, hein, c'est le principe d'improvisation. C'est l'idée, oui. J'ai inventé les chansons avec un refrain que je faisais reprendre à tout le public, et ce qui me permettait un peu de construire le CD. J'ai réussi à faire des rimes croisées. Voilà, les improvisations en alexandrin, parce que moi, je pense qu'on improvise avec ce qu'on possède. Voilà, donc moi, j'ai une culture de... Oui, au théâtre, t'as joué énormément. Enfin, t'as joué. C'est marrant parce que t'es passé de Racine, t'as joué au Blanc Manteau, puis après tu te retrouves à Édouard VII. T'as vraiment navigué un petit peu dans toutes la sphère des possibles au théâtre. Oui, je peux jouer Marguerite Duras ou Éric Assous, voilà. ou les Monty Python. C'est ça, exactement. De la même manière. Oui. Et d'ailleurs, je joue toujours de la même manière. Mais c'est vrai que j'estime qu'un improvisateur qui est peut-être pas le meilleur acteur du monde, mais c'est surtout un auteur, puisqu'on lui demande d'écrire. Et donc on ne peut restituer que ce que l'on possède. Moi, je possède mon Racine, mon La Fontaine. Hein, je sais que honneur rime avec valeur, voilà, cuisine avec rapine. Alors ensuite, je fais justement des alexandrins de cuisine quand j'improvise. Mais je possède bien tout ça. Donc j'ai eu des fulgurances, j'ai inventé des choses, mais je suis pas voilà, comme ces grands improvisateurs que je viens de citer. Oui. Après, moi je disais ça parce que je sais que tu étais un de ceux aussi, parce que il y a beaucoup de styles. Hein, parmi les gens que tu as cités, il y avait Éric Métayer. Voilà, on sait un petit peu comment il joue et tout. Ou Christian Sinitger, dont tu parlais. Il y a aussi chez les femmes, on parle de Lydia Gaès, des Marcenaro, etc., qui ont des styles aussi très personnels, très différents. Mais toi, tu étais un de ceux, je trouve, qui maniait la langue. Oui. Vraiment, dont les improvisations étaient, comment je peux dire ce mot-là, elles étaient construites, elles étaient... Ah, j'arrive pas à trouver Je le mot. suis un homme du verbe. Oui, c'est ça. Elles étaient classes. Il y avait un côté, on se délectait à t'entendre parce que tu maniais la langue et on sentait que tu prenais plaisir, que les mots que tu prenais, c'était pas des mots que tu prenais au hasard, s'ils avaient une signification précise, c'était précis. Oui, j'essayais d'élever le débat. Je veux pas dire que le débat était non, bas. C'est ça, quand on fait c'est très difficile de faire le clown. Un type comme Gérard Surrugue fait le clown merveilleusement. Je suis incapable de faire ça. J'ai beaucoup d'admiration. Mais moi, j'essayais de me dire quelle histoire je pourrais raconter. Donc, je me concentrais principalement sur les situations et sur le verbe. Voilà. On peut dire que tu théâtralisais l'improvisation. Oui. Je voulais faire une petite pièce de théâtre. C'est ça. Et Christian Sinitger était capable à la fois de faire le clown et de faire lui aussi des petites pièces de théâtre. Oui, il y a des grands comme ça. Elric que je vais interroger bientôt, interviewer bientôt. C'est pareil. Il a une palette incroyable, capable de passer de rire aux larmes. Comme ça. Donc oui, tu arrives à la LIF. Tu restes combien de temps parce que tu es venu après à la LIFI. Oui, jusqu'au début des années 90, on a dû rester 4 ou 5 ans ou 3 ou 4 ans à la LIF. D'accord. Et parce que tu nous rejoins ensuite à la LIFI. Moi, j'ai des souvenirs de toi, que je t'avais vu au Bataclan quand t'improvisais, mais t'es venu nous rejoindre après quand on jouait au Théâtre de Boeuf, et puis après tu nous as suivis partout où on est allé, dans toutes les salles qu'on a faites. Et ensuite, j'ai rejoint le Cercle des Menteurs de Christian Sinitger, qui pour moi était le summum du spectacle d'improvisation. On était au-delà de la compétition. J'aime beaucoup le match d'impro, mais c'est lui qui fait le spectacle avec l'arbitre qui joue le méchant.
Mais le Cercle des Menteurs, on était au-delà de la compétition et j'ai trouvé que c'était le meilleur spectacle d'improvisation qui existe. Aussi parce que quand on met ensemble ces gens-là, Christian Gaït, Gilles Galliot, Barcenaro, Elric Thomas, voilà, c'est fulgurant. Ouais. Oui, c'est clair. Oui. J'ai un DVD à la maison, justement, je m'étais un peu penché dessus pour regarder quand j'ai interviewé Christian. Donc j'ai re-regardé. C'est fabuleux, quoi, parce que tout le monde est au service de la même improvisation. Il n'y a pas du tout de compétition et chacun donne le meilleur plus la musique avec Aldo, etc. Ça donne un. T'en avais fait d'autres des spectacles, on va dire façon cabaret. Non, c'est le seul que tu. J'ai fait beaucoup d'événementiels en improvisation, mais pas d'autres spectacles. Bah tiens, justement. J'oubliais. J'ai mis en scène Tréma. Ah bah oui, voilà, Tréma. Oui, j'oubliais avec Yann de Monterneau particulièrement, et Valérie Moureau et l'extraordinaire Marc Géraud, maître des cérémonies et qui donc Tréma étant une émission littéraire à la Bernard Pivot. Où tout d'un coup on ouvre un livre, l'auteur parle de son livre et les personnages sortent du livre et jouent les situations. Ça, c'est un spectacle que j'adore. Je dois dire que Yann de Monterneau et Marc Géraud sont extraordinaires. Alors, juste pour préciser, parce qu'on est bien d'accord que le livre en question n'existe pas. Pas du tout. On prend un truc blanc, il y a rien dedans et on fait. Absolument. On invente une c'est même histoire, pas un truc blanc, on ouvre ses mains. On ouvre ses mains, voilà. On ouvre ses mains. En impro, il y a rien. On sait qu'en impro, si on veut faire naître des décors, des costumes, il faut rien. Et alors, parce que là, on parle d'improvisation, mais à quoi ça consiste alors mettre en scène un spectacle d'improvisation? C'est quoi ce que t'amènes, toi? Justement. Oui, comme c'était un spectacle quand même d'1h15 avec 3 comédiens, c'était très important de faire des chapitres. Voilà, donc il y avait l'introduction du journaliste littéraire qui parlait de l'actualité, de manière drôle évidemment. Ensuite, il y avait la présentation des auteurs, puisqu'il y avait 2 auteurs qui s'affrontaient. Ensuite, il y avait un auteur qui présentait son livre. On jouait. Ensuite, il y avait une capacité de catégorie qui arrivait parce que le journaliste intervenait et disait « Mais j'ai lu à la page 217 de votre livre qu'il se passait ça. » Et évidemment, les comédiens sont obligés de jouer ce qui se passait. Et ensuite, on passait au deuxième auteur. Et puis, il y avait après une conclusion. Voilà. Je mettais en scène la structure. C'est ça. Évidemment pas le texte. Oui, bien sûr, mais la structure est importante. Oui. On oublie de le dire aussi, c'est que dans le match d'improvisation aussi, pourquoi ça fonctionne aussi bien le match, pourquoi ça fonctionnait bien, c'est parce que il y avait tout un protocole qui était par contre très écrit, qui était très carré avec l'arbitre, le rôle, et très complexe, et très complexe en même temps, mais qui fait que sans cette cette structure qui était très carrée, les impros, ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Ce serait le chaos. Ça serait le chaos. Voilà, la liberté, ça n'est pas le chaos. Enfin, ça devrait pas être le chaos. Voilà, la liberté, elle est formidable quand elle est contenue dans un cadre. On a l'impression qu'on parle de l'éducation des enfants, et c'est pareil. On les amène à la liberté en leur fixant un cadre. On parlera tout à l'heure. L'improvisation, ça nous ouvre sur autre chose que l'improvisation théâtrale. Tu parles d'improvisation, de mise en scène. Toi, à la base, ton métier, c'est comédien. Tu as fait beaucoup de théâtre. Oui. Est-ce que là, l'impro, t'as pu faire les deux en même temps de manière, tranquille? Enfin, je veux dire, il y a jamais un qui a pris le pas sur l'autre. Non, c'est vraiment... De manière homogène, je veux dire. Oui. L'avantage de l'improvisation, c'est qu'on jouait beaucoup le lundi soir. Le soir de relâche du théâtre. Moi, j'ai passé ma vie au théâtre. J'ai passé pendant 45 ans, 250 jours par an sur une scène de théâtre. Je suis plus rentré sur scène que chez moi. Donc le théâtre, c'est chez moi. Et puis que je sais aussi que quand tu ne joues pas, tu vas au théâtre, tu vas beaucoup voir. Bien sûr, choses. Tout à fait, parce que comme je suis metteur en scène, je me tiens au courant. Je dois me cultiver aussi sur l'actualité théâtrale et les nouvelles formes et les nouveaux metteurs en scène. Est-ce que tu penses que c'est important justement quand tu es improvisateur de
de te cultiver parce que ou alors parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui improvisent. Là, tu sais, en ce moment, j'habite au Canada. Je suis dans des ligues d'improvisation un peu amateurs et tout. Il y a beaucoup d'improvisateurs qui sont pas du tout comédiens, qui improvisent, voilà. Mais je remarque quand même que des fois, ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu de substance. Est-ce que c'est important aussi Quand Gilles Galliot fait une improvisation à la manière du cinéma expressionniste allemand des années 20, Fritz Lang, et qu'on a l'impression de voir un film de Fritz Lang devant soi, c'est qu'il connaît la chose. Quand il fait une improvisation à la manière de Ozu, le réalisateur japonais, il sait de quoi il parle. Voilà. Ce n'est que parce qu'il a cette culture-là. Donc maintenant, on pourrait faire une mise en scène à la manière de Wajdi Mouawad, à la manière d'Alexis Michalik en France, voilà, qui sont des on pourra y revenir là-dessus, mais ce sont des gens qui sont nés de la Ligue d'improvisation, pour moi. Voilà, ça c'est très important, et ils l'ignorent certainement eux-mêmes. En tant que comédien, comment ça t'a aidé l'improvisation, aussi bien dans la façon dont tu abordes un rôle ou dans tes mises en scène? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu travailles aussi avec des comédiens improvisateurs? Et si oui, est-ce que tu trouves que ça fait une différence parce que tu travailles avec d'autres? Est-ce que tu remarques une différence? Ça ne m'a pas frappé. J'ai travaillé avec beaucoup de comédiens improvisateurs, mais c'est vrai que je demande toujours aux comédiens de faire des propositions, mais je connais des comédiens non improvisateurs qui font de très bonnes propositions aussi. Alors, il y a un spectacle que j'ai fait qui est un hommage à la Ligue d'impro. C'est mon spectacle qui a le plus de succès, c'est le Cercle de Craie caucasien de Bertolt Brecht, qu'on m'a demandé de remonter dans le subventionné après il y a quelques années, parce que c'est une pièce qui raconte, et là j'ai pris beaucoup d'improvisateurs, qui raconte l'histoire de deux villages de paysans qui ont un litige territorial. Et que fait l'envoyé du gouvernement? Il dit, je vais faire venir un conteur, et puis il va vous raconter des histoires pour tenter de vous mettre d'accord ensemble. Et j'ai gardé la première scène de cette pièce que tout le monde coupe habituellement quand il le monte, où le conteur leur dit, mais vous allez jouer. Et il leur fait improviser une histoire avec un litige, qui est le litige de cet enfant. Est-ce qu'il est à la mère qui l'a élevé, ou est-ce qu'il est à la mère qui l'a fait naître et qui l'a abandonné? Et je faisais jouer que les comédiens, les paysans, se disaient, ah bon, il faut qu'on joue, et donc ils jouaient mal. Je les faisais jouer mal au début, parce qu'ils sont pas comédiens, ils sont paysans. Puis petit à petit, ils se faisaient prendre par le conte. Le conteur dirigeait la structure de l'histoire, et à la fin, ils réglaient leur litige territorial grâce au théâtre. Voilà. Il y a en ce moment une pièce d'Alexis Michalik, Intramuros, où un metteur en scène fait improviser des prisonniers et va finalement, en changeant une brique dans le passé d'un prisonnier, il va lui changer sa vie, alors que le type, il restera toujours entre quatre murs. Voilà. Donc, voilà, j'ai rendu un hommage à l'improvisation par cette pièce qui a eu énormément de succès, et j'ai engagé des improvisateurs pour jouer dedans. Il y avait Olivier Lecoq, il y avait Alric Thomas, d'autres. Voilà, pour démontrer l'utilité de l'improvisation, même pour autre chose que pour s'amuser le lundi soir en match. Quand je regarde un petit peu ton parcours, effectivement, beaucoup de théâtre, hein, du cinéma aussi, de la télé. Et puis, j'ai vu que tu avais monté des spectacles de chansons de Gérard Manset et Richard Desjardins. Peux nous dire deux mots, ça? Oui, c'est lors de on a été au Québec faire quelques matchs d'improvisation. J'ai découvert Richard Desjardins, le Brel québécois, et je suis tellement tombé fou de lui que, à un moment, ça fait très longtemps que je chante en amateur, mais là j'ai voulu chanter pour de bon, donc j'ai engagé des rockers et j'ai chanté ce répertoire. Tout eau parfait comme un désert quand la tempête a passé sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer.
Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Que j'avais envie de faire ça, voilà, ça. Je ne peux pas dire que ça a eu un succès phénoménal. J'ai un disque enregistré en studio dans les conditions du public, mais enfin une seule prise, et je suis très content de l'avoir fait. Voilà, de la même manière, j'ai réalisé 2 courts-métrages. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu dans tout ce que nous offre. J'ai joué dans des comédies musicales. Voilà. Tu pourrais nous dire aussi 2 mots de ta rencontre avec un des Monty Python, c'était lequel? C'était les 3 londoniens, c'est-à-dire comme j'ai joué dans le Flying Circus des Monty Python. C'était au Palais des Glaces, c'est ça? Ça a été au Palais des Glaces, puis au Petit Théâtre de Paris, puis à l'Européen. Et donc, on avait Terry Gilliam, Terry Jones, regretté, et Michael Palin, qu'on a vu très très souvent, puisqu'on a été joué en plus à Londres et à Édimbourg aussi. Donc oui, c'est devenu vraiment des copains, hein, c'était formidable. Alors on n'a pas vu Eric Idle et John Cleese qui vivent eux aux États-Unis, ni le malheureux Graham Chapman qui a disparu. Et Terry Gilliam était là tous les soirs. À un moment, je lui dis mais pourquoi t'es là? T'as pas d'intérêt à être avec nous? Il dit, tu as raison de me poser la question, j'ai bien pesé, finalement je pense que je suis plus content d'être là que de ne pas être là. Voilà, à faire le clown et des concours de grimaces et des impros avec nous après la représentation. Voilà, là ça c'est des moments... Ça va être inoubliable. Extraordinaire. Et ce spectacle était extraordinaire. Il y avait des moments, là, il y avait un petit peu d'impro. Il y avait des moments où ça riait tellement qu'on savait même plus. Je disais, bon, il faut quand même qu'on parle sur les rires. Le spectacle fait déjà 1h45. C'était nerveux. C'était, avec Grégoire Bonnet particulièrement, c'était assez formidable. J'ai oublié une autre chose d'improvisation que j'ai produite et interprétée. C'est le reportage improvisé à France Culture. On a fait 5 modules. Malheureusement, ça n'a pas été reconduit. Je pense que sur France Inter, ça aurait été plus reconduit parce que c'était peut-être un peu trop drôle pour France Culture. Mais France Culture m'avait engagé et on était dans le grand studio 105 de Radio France où je m'étais inspiré d'un journaliste qui s'appelle Daniel Mermet qui faisait des reportages, mais ça très long, il partait à droite, à gauche. Et donc, c'était uniquement radiophonique. J'avais 5 comédiens, un musicien, un bruiteur et on pouvait passer, on était au milieu, les gens donc choisissaient le thème du reportage et on pouvait se retrouver au milieu de la toundra et puis dans la seconde qui suit en studio ou dans un labo, enfin, n'importe où, en interview, c'était comme un reportage mais c'était totalement improvisé. T'as commencé quand, en fait, le théâtre, je veux dire? Ça fait depuis combien de temps que t'es dans ce milieu artistique? Tu baignes dedans? À 8 ans. À 8 ans? Au Louveteau. Là, oui. T'étais dans les... Voilà. Donc, j'ai eu envie, on jouait des trucs, et puis j'ai eu envie de faire ça, oui. Ça vient d'où, ça? Est-ce que t'avais tes parents, t'avais des artistes dans ta famille, ou non? Non, mon père aurait tellement voulu, alors il a peut-être fait un transfert. Ce qui est sûr, c'est que je souffrais tellement d'incommunicabilité, mais à un point, et de timidité, que pour moi, la scène était vraiment, et surtout adolescent, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre adolescent, le moyen d'exprimer des émotions. En plus, je suis de culture protestante. Alors, les protestants, ils n'expriment rien. Hein. Il y a une forme d'austérité émotionnelle. C'est moins vrai maintenant, mais c'était vrai dans leur culture. Et la scène, c'était le moyen d'exprimer des émotions, puisque pour jouer vrai, il faut jouer avec ses vraies émotions, même si on n'est pas dupe, on sait très bien qu'on est au théâtre, et ça me permettait de vider mon sac, tout en disant non, c'est pour jouer. Voilà, parce que dans la vie, tellement j'étais d'une pudeur et d'une incapacité à exprimer mes émotions. Oui, ce qui se voit pas du tout sur scène. Je pense à un autre spectacle qu'on a fait ensemble, qui était à la Comédie de Paris, là, des Tragique Academy, où ton personnage, quand même, il était particulièrement barré, quoi. Oui. C'était drôle. Et quand on te connaît un petit peu, quand on voit jouer ça, et puis qu'on peut te voir après être sur la scène du Lycénaire ou jouer un Shakespeare, on dit ouais, on a l'impression que c'est la même personne, quoi. Oui. Ah, ça, c'est mon grand plaisir d'avoir réussi dans ma carrière à jouer de la comédie et à jouer de la tragédie, quoi.
voilà. Et je pense que ça utilise. Je pense qu'il faut donner la tragédie à jouer au clown. Non pas, en tout cas à un comédien de fantaisie, non pas pour qu'il fasse le clown, mais parce que quand tu vas te réciter le récit de Théramène d'Enphèdre qui fait 2 pages, si tu enfiles des perles, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça devient très vite ennuyeux. Si tu prends un comédien de fantaisie, il va pas faire le clown, mais il va avoir des petites ruptures, des nuances, il va changer un petit peu de ton, la situation va évoluer au cours du monologue. Voilà. Et puis, à contrario, il faut évidemment donner la comédie à jouer aux comédiens de tragédie, parce que les personnages de comédie, ce qui leur arrive est toujours dramatique. c'est ça. C'est fini le temps où on montait du boulevard, c'était uniquement des claquements de porte et des caricatures. Non, non, le boulevard, quand la porte claque, l'amant est derrière la porte et il a des sueurs qui coulent parce que le mari va le surprendre et il vit un drame absolu. Et le mari qui va mentir à sa femme est en train de s'enfoncer. Le public rit, mais lui ne rit pas du tout. C'est tragique ce qui lui arrive. Ça me fait plaisir d'entendre dire ça parce que c'est quelque chose que je prône aussi, et quand j'en parle, des fois les gens ils comprennent pas forcément ça. On a aussi l'exemple de grands comédiens qui étaient quand même des gens comme Bourvil par exemple, qui étaient, voilà, où on se souvient de Coluche dans le Chat au Pantin, tu vois, qui était un comique, et d'un seul coup, voilà, on voit aussi qu'il peut jouer, et avec de façon merveilleuse, un personnage fort, un personnage dramatique. Et oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est la situation qui est dramatique. Bien entendu, c'est Le l'auteur comédien, qui fait rire. voilà, c'est l'auteur. Lino Ventura et Jacques Brel sont extraordinaires dans l'emmerdeur, bien sûr. de drôlerie. Et Lino Ventura est très très drôle. Alors que il vit un enfer. Absolument. Oui. Et que c'est un acteur qui joue souvent des rôles très sérieux. C'est ça. Tu fais plein de choses et tu crées à un moment donné le théâtre vivant avec Anne Couturier et Mitch Hooper, et Carlotta Clerici. Oui. Voilà. C'est d'où ça vient, ça, c'est cette envie de... Ça vient d'une colère profonde contre les institutions. Moi, j'ai eu une compagnie subventionnée. Au début des années 90, j'ai été subventionné par la DRAC, le ministère de la Culture, pendant 2 ans. Ta compagnie, c'était la compagnie Yvan Garwell. Yvan Garwell, oui, tout à fait. Et puis, je me suis battu avec eux parce que moi, je défendais un théâtre miroir de l'homme, un théâtre qui utilise le réalisme comme moteur de communication avec le public. Et c'était pas du tout à la mode à l'époque. Et comme les gens qui nous jugeaient ne viennent pas du théâtre, ce sont des universitaires, d'excellents exégètes du théâtre, mais pour moi, c'est comme si on confiait la baguette de chef d'orchestre au musicologue. Il est incapable de diriger l'orchestre. Voilà. Donc, nous, le metteur en scène, qu'est-ce qu'on manie? On manie du sang, du sperme et de la sueur. Voilà. Et de la passion. Et quand il voyait mes mises en scène, je me rappellerai toujours, j'avais monté, je me souviens de 2 lundis de Arthur Miller avec 14 acteurs. Ça se passe dans un magasin de pièces détachées, accessoires automobiles. Et alors, il m'avait dit, mais il n'y a pas de mise en scène, ils sont comme dans la vie. Et je leur avais répondu, mais dans la vie, ils ne travaillent pas dans un magasin de pièces détachées, accessoires automobiles. Si vous saviez le travail qu'ils ont dû faire pour vous faire croire qu'ils travaillent dans un magasin de pièces détachées, accessoires automobiles, où ils n'ont jamais mis les pieds. Et tout ça, ils ne le voyaient pas. Moi, j'aime ce théâtre, un peu comme Peter Brook, de réalité, qui est le contraire de la banalité. Ou alors, ils me disaient, c'est comme dans les téléfilms. Et je leur disais, mais vous ne regardez pas les téléfilms, vous n'en avez jamais vu. Parce que dans les téléfilms, il n'y a rien de réel. Tout est manichéen. Tout est expliqué parce qu'il faut qu'on puisse aller à la cuisine, allumer sous les pâtes et revenir et continuer à comprendre le téléfilm. Donc tout est tout le temps expliqué. Ça ne ressemble pas du tout à la vie. Moi, je fais un théâtre réaliste qui n'est pas banal. Alors avec ces 3 auteurs et metteurs en scène, on s'est dit, il faut qu'on crée un genre de mouvement pour redire. Et on a écrit vraiment énormément pour réexpliquer qu'est-ce que c'était que ce théâtre qu'on voulait défendre. Voilà, qui n'était pas du tout à la mode. C'est revenu un petit peu, mais c'est un théâtre très ingrat parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de travail et qu'on ne voit pas beaucoup. On voit beaucoup de théâtres qui y ressemblent, mais il reste une théâtralité. Nous, on essaye de gommer la théâtralité. C'est ça, la pirouette, c'est ça qu'aime l'entourloupe, qu'aime le spectateur. C'est être une petite souris qui voit son frère humain. Et ça lui permet de grandir, de l'observer, que ce soit par le rire, par les mots. Enfin, le rire est une émotion, ou par les larmes. On n'en voit pas souvent.
des spectacles comme ça. Voilà, donc on a voulu défendre ça. Théâtre Vivant existe toujours. Bon, j'en fais plus partie, je suis parti dans d'autres aventures, mais Anne Coutureau continue à faire des spectacles, et Mitch Hooper et Carlotta Clerici à faire des spectacles. Et ils ont trouvé un lieu. En général, ça se passe au Théâtre du Nord-Ouest. Non, pas du tout. Ça a commencé au Théâtre du Nord-Ouest. Ouais. Ça se passe beaucoup à la Manufacture des Abbesses, chez Yann Rezeau qui fait un théâtre merveilleux. Anne Coutureau, là, elle est au Bouffe du Nord, prochainement. Elle a monté des spectacles dans le subventionné, elle est beaucoup à Suresnes chez un type qui s'appelle Meyer, qui est formidable. Voilà. Et cette envie de créer ce théâtre-là, ça vient quelque part d'un constat que tu fais toi, des choses que tu aimes aussi. Est-ce que parmi les profs que tu as eus ou les gens que tu as croisés, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé avec Jean-Luc Génère par exemple, est-ce que c'est des gens aussi qui t'ont inspiré et qui t'ont amené à ça? Oui, ils m'ont accompagné, mais avant de les connaître, moi déjà en cours d'art dramatique, j'avais un côté un peu missionnaire. Je ne voulais pas faire du théâtre pour faire une carrière, je ne voulais pas faire du théâtre pour distraire au sens pascalien du terme, c'est-à-dire nous écarter de la nature profonde de l'homme. Moi, je voulais faire du théâtre, au contraire, pour nous plonger au cœur de la nature humaine. Ça ne veut pas du tout dire faire un théâtre ennuyeux, intellectuel. Le rire nous plonge aussi au cœur de la nature humaine. Et ça, déjà tout jeune, je voulais faire une forme de théâtre missionnaire. J'avais le sens de la mission. Voilà. Pour moi, c'était très important le théâtre. C'est pour ça que quand, lors du Covid, on a fermé les théâtres et ouvert les églises, j'étais hors de moi. Et je n'ai rien contre les églises. Mais en disant on ne laisse ouvert que l'essentiel, c'était une vision du théâtre qui me semble proprement scandaleuse. Ça prouve que nos élites politiques n'ont rien compris. De toute façon, ils n'ont rien compris quand on voit comment ils parlent et comment ils défendent le théâtre. Comment tu l'as vécu ça? Parce que je me rappelle à l'époque du Covid, on était ensemble sur le Gros Diamant du Prince Ludwig au Palace. J'ai joué une semaine. Moi aussi. Voilà, on a joué une semaine. Non, j'ai joué 12 jours, moi. Moi, j'ai joué une semaine. Et quand on est revenu récupérer nos affaires, je me rappelle, il y avait des bananes qu'avait laissé un collègue. C'est comme s'il y avait eu une guerre nucléaire. Et un mois après, elles étaient toutes séchées dans sa loge, sur la table de sa loge. Ah oui, c'était un peu terrible. Et comment tu l'as vécu? Bon, on n'en a jamais parlé vraiment, mais comment tu as vécu cette période-là au niveau créatif? Comment tu as fait parce que je sais que toi, t'habites à Paris. Moi, j'habitais à l'époque du côté de Chartres. J'avais un demi-hectare de terrain, des chèvres et des poules. Sur le Covid, moi, ça m'a pas trop cassé, mais bon, je sais que les gens qui habitaient seuls dans un petit appartement à Paris, ça pouvait être compliqué pour eux. Alors d'abord, il y a toute une période, moi j'ai eu un Covid fort, donc je suis parti à l'hôpital, ce qui m'a permis de pas rester chez moi. Voilà. Ensuite, j'ai contaminé ma mère, qui est morte. Bon, donc je l'ai tuée, mais sans préméditation. Parce que je l'aimais beaucoup, mais je fais exprès de dire ça avec un sourire, ça prouve que c'est sérieux, pour dire que c'était pas léger le Covid comme on a voulu nous le faire croire, voilà. Et puis alors après, moi, je me suis mis devant mon écran d'ordinateur et j'ai vu une quantité incroyable de films pendant ce confinement. Des trucs, je me suis refait l'intégrale de Tarkovsky. Quand on se met devant un film de 3 heures de Stalker de Tarkovsky, il faut, ou le film, je me rappelle plus le nom, qui se passe dans l'espace, là. Oui, je vois lequel dont tu parles, il faut une demi-heure pour se mettre dedans, il faut 3 heures, il faut 1 heure pour en sortir. C'est un truc qu'on peut jamais faire dans la vie. Voilà. Donc il fallait ces grandes journées avec rien pour pouvoir replonger dans ce génie. Voilà, et d'autres choses. J'ai regardé des opéras pour me convaincre que décidément les acteurs d'opéra jouaient vraiment très très mal. Ils chantaient très très bien, mais jouaient très très mal. Voilà, j'étais beaucoup devant mon écran. Ouais. Est-ce que tu en as profité pour peaufiner aussi quelques projets que tu voulais redémarrer après derrière? Oui, mais pour l'instant ça n'a pas donné. C'est plus compliqué qu'autrefois de monter des projets. Voilà, je n'ai pas fait de mise en scène depuis un petit moment. J'ai des projets, mais difficile de les... Ta compagnie existe toujours? Non, ou t'en as monté une autre? Non, j'ai plus de structure, mais je connais plus de gens. Je connais des théâtres. Maintenant, j'ai beaucoup joué dans beaucoup de théâtres privés à Paris. Je connais pas mal de gens. Mais difficile de monter des productions. Et ce qui me passionne énormément, c'est la transmission. Aussi, voilà. Donc 2 fois par an depuis une douzaine d'années,
j'organise pas. On organise pour moi un stage d'improvisation, un stage de formation professionnelle, donc c'est gratuit pour les acteurs. Donc c'est par l'AFDAS? Oui, absolument. Et là, ça me passionne vraiment. J'ai beaucoup été éduqué par Elric Thomas et Séverine Denis. Séverine Denis qui a écrit 2 livres même sur les techniques d'improvisation. Et là, j'ai vraiment créé un module en mettant en forme tous les leviers, les déclics, les moteurs qu'on met en route pour réussir. L'improvisation, c'est le contraire de quand on a commencé l'improvisation, on ne savait pas ce qu'on faisait. Donc là, maintenant, je sais ce que je fais. Et j'ai devant moi des gens qui découvrent que l'improvisation les mène bien ailleurs qu'au théâtre. C'est-à-dire que je commence par leur dire, mais quand vous parlez à vos enfants, quand vous allez acheter le pain chez le boulanger, c'est une improvisation. Elle est très primaire, il y a 2 phrases. Bonjour madame, vous la regardez dans les yeux, elle vous répond. Et puis votre vie de couple, c'est une grande improvisation que vous espérez réussir. Et puis finalement, la vie est une grande improvisation et elle répond exactement au même déclic que l'improvisation théâtrale, au même moteur, l'écoute active, voilà, la perte de l'orgueil, le lâcher prise, et ça ouvre des univers, je trouve. L'improvisation théâtrale ouvre des univers sur la vie. Et les gens qui participent à ces stages, c'est des comédiens? Oui. Ouais. Oui, c'est des comédiens. Parfois, il y en a qui sont excellents. Parfois, non. Mais en tout cas, ils apprennent. Et qui veulent juste... oui, c'est des comédiens qui veulent se frotter à l'improvisation, qui soit en ont fait un peu en amateur, soit n'en ont jamais fait. Parfois, il y a des perles. Hein. Des perles. Parce que malheureusement, à part encore dans le monde amateur, puisque hier j'ai interviewé Lionel Pernet qui a créé la LIABC, la Ligue d'improvisation Asnières Bois-Colombes. Donc c'est le milieu amateur, mais qui a fêté il y a 15 jours son 500e match. Ah. C'est quand même fou, quoi. Et c'est vrai que nous, quand on avait commencé, quand on était toi à la LIF ou quand on était au Rudebeuf avec la LIFI, dans les années 80 jusqu'à même 90, on pouvait encore jouer parce qu'on n'était pas payé. Il y avait, on pouvait faire beaucoup de matchs dans une année et tout. Puis à partir du moment où où il a fallu payer les gens, ce qui est un peu normal entre guillemets. Ah oui. D'un seul coup, parce que ça coûtait très cher, un spectacle d'impro, c'est 20 personnes, et on en fait beaucoup moins. Et maintenant, il y en a quasiment plus, sauf encore dans le monde amateur. Oui. Et il y a beaucoup de spectacles d'improvisation. Tout le monde fait de l'improvisation. Quand on a commencé au Bataclan, il y avait que nous. On avait 1300 personnes tous les lundis et 300 qui pouvaient pas rentrer. C'était le seul spectacle d'improvisation. Maintenant, tout le monde fait l'improvisation. Mais ils ne font pas la même improvisation que nous. Nous, on construisait des histoires. Maintenant, c'est beaucoup d'improvisation de repartie. C'est de la blague, c'est de la vanne. C'est du stand-up. C'est-à-dire, je te fais une vanne, tu me fais une vanne. Je te fais une vanne, tu me fais une vanne. Je suis très admiratif. Je suis incapable de faire ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait nous. Quand Christian Siniger faisait une histoire de 10 minutes à la manière du roman policier, et qu'au bout de 9 minutes, il dénouait l'intrigue avec des éléments qu'on avait apportés au début de l'improvisation dans les 2 premières minutes, les gens disaient « mais c'est pas possible, c'est préparé, tellement c'est construit ». Eh bien non, ça n'était pas préparé, mais c'était hyper construit. On racontait des histoires. Bon, Christian Siniger qui est devenu scénariste, voilà, donc il sait construire des histoires. Maintenant, c'est de la vanne. Je fais de la vanne. C'est bien aussi. Ouais. C'est autre chose. Je peux te confirmer parce que vivant à Montréal maintenant, là-bas, c'est quasiment uniquement que ça. Alors que c'était pas ça avec la LNI quand on a joué avec eux au début, il y a 30 ans. Ouais, ça a évolué. Il y a beaucoup d'humoristes qui font maintenant de l'improvisation. Oui, on appelle ça le stand-up. C'est du stand-up. Ouais, ça devient un peu ça. On construit plus trop. Il y a plus trop de personnages. Ça rentre, ça se plante quelque part. Puis comme tu dis, je te balance une vanne, je t'en balance une autre, et puis la punchline. Voilà, avec beaucoup d'esprit et c'est très brillant. C'est très brillant, oui. Mais effectivement, on n'est pas dans un acte théâtral, on n'est pas dans une construction, on raconte une histoire avec un personnage. Après, alors, est-ce que c'est une évolution naturelle il faudrait les deux, mais on n'en voit plus beaucoup d'histoires construites. Alors on en voit dans le théâtre. Pour revenir, je parlais du monde théâtral qui est né de l'improvisation.
à la fin des années 70, t'as Gravel et Leduc au Québec qui créent le match d'improvisation en s'inspirant du hockey sur glace, on le sait, puisque il y avait personne dans les théâtres et beaucoup de monde dans les matchs de hockey. Et puis il y a un type qui s'appelle Robert Lepage, qui devient dans les années suivantes un des plus grands metteurs en scène mondiaux. Invité partout à Moscou, à Paris, etc. Et il adore la Ligue. Et donc il s'inspire dans ses mises en scène de ce côté, tac, en une seconde, on change d'univers, on change de personnage, etc. Et puis, il y a Wajdi Mouawad qui arrive, qui est un Libanais, Québécois d'origine libanaise, et qui a une admiration folle pour Robert Lepage, et qui devient le Shakespeare moderne. Donc là, il est directeur du Théâtre de la Colline, il est venu en France parce qu'en France, il y a de l'argent pour le théâtre, et ce qu'il fait est absolument extraordinaire. Et quand on prend c'est Incendie, par exemple, ou des choses comme ça, oui. où c'est très visuel, et effectivement. Et avec des scènes qui changent comme ça très rapides, Ouais. et puis ça fait penser aussi au zapping du téléphone. Les jeunes maintenant, il y a plus des grandes scènes comme dans Monterland ou Giraudoux, où moi j'aimais bien, où on prend le temps en 20 minutes d'établir une psychologie avec ou Andromaque, voilà, avec ça change, il se passe des choses psychologiques pendant ça. Non, on est dans un théâtre plus comme ça. Mais qui est génial, hein, Wajdi Mouawad, qui a fait un spectacle qui s'appelle Seul, où il rend hommage à Robert Lepage. Et puis, t'as plein de jeunes metteurs en scène qui idolâtrent Wajdi Mouawad, Igor Menjinski, Alexis Michalik, et en même temps, il y a Éric Métayer, qui remporte d'énormes succès avec des spectacles nés eux aussi de la Ligue d'impro. Et maintenant, au théâtre, on voit Mélodie Mouret, on voit plein de spectacles ils ignorent qu'ils sont nés de la Ligue d'improvisation québécoise au début. Puis Robert Lepage, Wajdi Mouawad, Alexis Michalik, etc. Voilà. Mais voilà, c'est une évolution du théâtre mondial vers ces scènes beaucoup plus rapides, des changements de personnages très rapides. Et ça plaît beaucoup aux jeunes qui zappent tout le temps sur leur téléphone. Il faut garder aussi un petit peu de Racine et de Monterland et de Giraudoux, voilà, qui sont plus jamais montés à la Comédie Française, ou de Musset, voilà, qui sont quand même extraordinaires. Ça, c'est le metteur en scène qui parle là aussi. Non, l'amateur de théâtre, voilà, il faut pas oublier ces grands auteurs qui demandent maintenant un petit peu plus d'attention. Un petit peu plus, faut se concentrer un peu plus, les scènes sont un peu plus longues. Il est d'une mauvaise foi, franchement, c'est pas croyable. Il fait rien de ses 10 doigts toute la sainte journée. Elle est fonctionnaire, alors elle est payée pour rien foutre. Rien du tout. Il se fatigue pas, elle papote avec les copines, à 5 heures c'est fini. C'est fait les ongles, elle rentre tranquillement chercher les gosses, elle a tout son temps. Parce que je suis pas assez présent à la maison. Forcément, je suis pas présent à la maison. Pas présent à la maison, parce que je travaille. Pas à se plaindre, hein. On a 5 pièces dans le 15e, on est propriétaire, c'est du neuf, il y a tout le confort. Sarah a sa propre chambre maintenant que Nicolas est assez grand pour dormir tout seul. On roule en BM, on a une télévision à grand écran au point carré, 2 magnétoscopes, Canal+, et le câble. Alors, pas tellement à se plaindre. Pas mal réussi, c'est pas comme son frère. On vient d'écouter un court extrait des Chroniques d'une année de crise de Mitch Hooper, dans lequel Yvan interprétait un homme dépassé. C'était à la Balle au Bon en 1999. Ah là, tu joues dans le cercle des poètes disparus, et tu retrouves un peu ce plaisir-là de... La pièce est formidable parce que, oui, bien sûr, je prends un énorme plaisir, c'est le succès de l'année, de la rentrée. Parce que la pièce est très très bien adaptée, parce qu'elle dit des choses d'un point de vue un peu philosophique, sans être ennuyeuse et en restant très très grand public. Les scènes sont pas longues. Le metteur en scène, Olivier Soliveres, il est aussi de cette génération de gens qui veulent, les scènes sont courtes, ça passe vite à autre chose et on s'ennuie pas une seconde. Voilà. Et avec une mise en scène assez luxueuse, avec une scénographie à tomber par terre et des acteurs virtuoses. M'en dis pas trop parce que je viens de voir ce soir. C'est vrai. Je vais découvrir ça. Au niveau de l'improvisation, là, toi, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que t'en fais encore? Est-ce que t'as envie d'en faire encore? Je cours pas après. Voilà. Les stages d'impro que je fais, ça, je veux continuer et que j'anime, hein, et
ça, au niveau pédagogique, je me sens très très à l'aise et j'ai très très envie de continuer à faire ça. Évidemment, quand je fais le stage, je leur montre un peu des fois des trucs. Je fais quelques impros avec eux pour leur montrer. Si tout d'un coup demain on me demande de participer à un spectacle d'impro, je le fais, mais très très volontiers. J'ai fait un tréma il y a pas très longtemps où j'ai remplacé Marc Géraud. Oui, si on me demande, je fais, mais je cours pas après. On vieillit, je fais beaucoup de théâtre. Il faut se reposer un peu dans la journée. J'ai un enfant, toi aussi, tu en as des enfants. Ouais. Voilà, il faut s'en occuper. Oui, moi, j'en refais, c'est parce que c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, c'est que me retrouvant à Montréal, j'ai eu la chance, parce qu'il y en a partout là-bas, il y a encore, je pense plus qu'en France encore, il y en a vraiment partout, dans n'importe quel bar, tu rentres, il y a de l'impro. Donc, par la force des choses, j'en ai refait et je m'amuse de nouveau à en refaire. Mais oui, je cours pas non plus spécialement après ça. Même si on parlait du cercle des menteurs, j'ai appelé il y a pas longtemps Christian, j'ai envie de le monter à Montréal, le cercle des menteurs. Il m'a donné l'autorisation de le faire. Tu as beaucoup de chance. J'ai envie de le faire. Ah oui. J'ai envie de le faire parce que justement, c'est ce je suis comme toi. Moi, ce qui me plaît aussi dans l'improvisation, c'est aussi parce que j'écris. Je sais pas si c'est une conséquence, mais en tout cas, j'aime bien aussi quand c'est construit. J'aime bien quand on raconte des histoires, quand on théâtralise, on scénarise, quand on raconte une histoire avec des personnages, quand on va au bout de quelque chose. Et le cercle des menteurs est un bon. Ah oui, je te souhaite de le faire vivre parce que quand Christian Singer l'a arrêté au bout de 10 ans, j'ai eu une petite déception. Je sais si j'aime bien Christian, je l'ai dirigé, j'ai mis en scène 2 fois, mais il l'a arrêté, je lui ai jamais posé la question, il était arrivé au bout de quelque chose peut-être, mais tous les gens qui venaient, les gens un peu connus du métier, qui venaient voir un cercle des menteurs, n'en revenaient pas. Enfin, c'était vraiment le spectacle d'improvisation c'était impressionnant et il a arrêté, voilà, on vieillissait. Un jour à Avignon, les gens avaient dit, des jeunes avaient dit, il y a un spectacle d'impro formidable, le cercle des menteurs, c'est des impros avec des vieux. Et malheureusement, c'était un peu vrai. C'est un peu vrai. Voilà. Mais oui, le cercle des menteurs, pour ceux là qui nous écoutent, allez écouter l'épisode numéro 1 des Aventuriers de l'improvisation, puisqu'il est consacré justement à Christian Singer, qui en parle beaucoup du cercle des menteurs, qui développe, et je crois me souvenir qu'il explique aussi pourquoi il a arrêté. Mais oui, c'est sûr que de toute façon les choses, comme tu dis, ne peuvent pas durer de manière éternelle, mais c'est quelque chose donc qui a beaucoup compté quand même dans ta vie. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a changé toi en tant que personne, en tant qu'homme? Bien sûr. Je suis sorti, c'est un peu un carcan, le théâtre traditionnel. Voilà. D'abord, ça a changé quelque chose au niveau de ma carrière. C'est-à-dire que je travaille aussi parce que j'ai rencontré des gens grâce à l'improvisation. J'ai mis en scène 30 spectacles avec beaucoup de comédiens improvisateurs que j'ai rencontrés à la Ligue. Ces spectacles m'ont fait rencontrer de nouveaux metteurs en scène. J'ai joué 5 ans dans les Faux British. Gwen Adu m'a rencontré grâce à Myrène Pradier qui m'avait vu au Lucernaire dans la grotte, dans le cercle de Cré caucasien que j'avais monté avec Elric Thomas, Ligue d'impro. Voilà, tout est lié. Tout est lié, tout s'enchaîne. Oui, tout s'enchaîne, bien sûr. Et puis, dans la vie, même si c'est difficile de l'appliquer complètement, j'essaye d'appliquer les règles de l'improvisation. Moi qui, jeune, était si arrogant, j'essaye de mettre un peu d'eau dans mon vin, d'écouter l'autre, d'être en état de oui, de penser que l'autre n'est pas un con. Ça t'a amené un peu d'humilité aussi? Oui, en tout cas dans la communication avec mon prochain, d'essayer d'appliquer un peu ces règles-là. C'est difficile, hein, quand on a 30 ans d'arrogance comme moi, mais j'essaye d'écouter, de me dire que l'autre est dans une autre histoire et qu'il va falloir trouver un juste milieu entre nous deux. Voilà, ça a à voir avec la tolérance, voilà, l'écoute, c'est le contraire de la politesse, hein, l'écoute. La politesse, on pense que l'autre est un con, mais il a le droit.
Alors que, non, l'écoute active, vraiment penser qu'il a des raisons de dire ce qu'il dit, alors que c'est tellement atterrant. Voilà. Ce serait quoi tes projets maintenant pour l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Toujours du théâtre, j'imagine, mais... J'ai envie de réaliser un film, ce que je ne ferai jamais. J'ai écrit un scénario tiré d'une pièce que j'avais jouée de Carlotta Clerici, qui s'appelait L'Envol. Et ce scénario, on me l'a volé. Je peux le dire, tu le couperas si tu veux au montage, c'est Robert Guédiguian qui me l'a volé. Voilà, je l'ai appelé, je le connaissais bien. Je lui ai fait lire, il m'appelle le lendemain, il me dit c'est génial, c'est du Tchekhov moderne, on le produira pas, mais parce on est en concurrence chez Agathe Film. Et puis 1 an et demi, je vois sortir La Villa, un film de Robert Guédiguian, largement inspiré. Il a changé des trucs, mais de mon scénario. J'ai laissé tomber, j'ai rien fait, mais j'aimerais bien le réaliser. Je mettrais peut-être un petit bandeau. Toute ressemblance avec un film de Robert Guédiguian est due au fait que celui-ci m'a volé mon scénario. Voilà, j'aimerais bien réaliser ce film. Ça se fera sûrement jamais. C'est très cher un film. Il faudrait 4 ou 5 millions d'euros. J'aimerais bien monter encore 2-3 pièces, mais c'est pareil, on vieillit. C'est compliqué. Ouais. Je rêve toujours de monter La Nuit de l'Iguane, dont j'ai jamais eu les droits. Je rêve de monter Le Roi Lear. Je rêve de monter encore une autre chose dont je ne parle pas parce que j'ai peur qu'on me le vole. D'ailleurs, ça me fait penser tu peux nous en dire un petit mot parce que à l'époque, t'étais passé par des trucs incroyables. T'avais monté une pièce de Fellini, La Strada, il me semble, avec Dominique Economides, et puis il y avait Henri Delorme, c'est ça? Et ça a été un peu une galère. C'était mon premier procès. C'est ton premier procès. Voilà. Celui-là, je l'ai perdu. Le deuxième, contre Anouilh, les filles Anouilh, je l'ai gagné. Et là, j'ai gagné contre la SACD, contre la Société des Anouilh, auteurs. C'était pour la grotte. Pour la grotte, voilà. Je jouais avec toi. Voilà, là, j'avais gagné. Fellini, j'ai perdu parce j'ai une grande relation épistolaire avec Fellini, qui parlait très bien le français, où il me donne l'autorisation. Et puis la date, l'échéance arrivait et j'avais pas le contrat. Donc, mais il me disait, c'est d'accord, mais le fait que je n'ai pas signé le contrat, ça l'a beaucoup vexé. Et donc, on a pu faire l'exploitation à Paris, mais on n'a pas pu faire les dates en tournée. Là, tu avais joué au Théâtre du Renard, il me semble, c'est ça. Ouais, avec Valérie Carcenti, qui fait carrière depuis. Henri Delorme, qui a fait carrière extraordinaire qui est parti en Indonésie, en Birmanie et Philippines. Voilà. Ouais, ça aussi, il faudrait l'interviewer. C'est étonnant ce qui est arrivé à ce monsieur, qui était le roi du monde et qui est revenu avec 2 valises et quelques milliers d'euros. Il y a un auteur aussi que tu as beaucoup mis en scène, c'est Eugène O'Neill. Ouais, j'ai monté 5 pièces de Eugène O'Neill. Pourquoi c'est en cours. J'ai travaillé son tube, qui est Long Voyage vers la nuit. Et puis, j'ai tout lu. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais vu Le Marchand de glace est passé, moi, ça. Il y avait Gilles Troulet. Oui, tout à fait. Christian Signature, Ellery Thomas, Philippe Barrier, beaucoup d'improvisateurs aussi dans cette pièce. Voilà, j'ai monté les pièces marines, j'ai monté Le Singe Velu avec Patrick Lambert. C'est grâce à ça que j'ai été subventionné. C'était devant le film Koyanis Katsi, un film produit par Coppola. De Philippe Glass. La musique de Philippe Glass. Musique de Philippe Glass, oui. C'était le décor, un film de Godfrey Reggio. Et puis j'ai monté Huggy, c'est la pièce où j'ai rencontré tous ces gens à Avignon. Tu vois, Huggy, il y avait 2-3 personnes dans la salle. C'est mon deuxième spectacle. J'étais vraiment un bébé. Mais un jour, 30 ans après, je reçois un mail, parce que les réseaux n'existaient pas en 84, et d'un type qui me dit, moi j'étais dans la salle à Avignon, et je suis revenu, il y avait personne, je suis revenu le lendemain revoir le spectacle, et il y avait de nouveau 2 personnes, et je suis devenu le spécialiste universitaire de Eugène O'Neill. Je suis à l'université de Falaise, et ça fait plaisir de se dire qu'on a changé la vie de quelqu'un, même avec une personne dans la salle. Ça fait partie aussi des petits bonheurs qu'on peut avoir au cours d'une carrière. Oui. On ne fait rien impunément. Le théâtre, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour se distraire. C'est très sérieux. Même si on rigole. Mais bien sûr. Pour finir, parce que tu dis que tu aimes beaucoup aussi enseigner. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait démarrer l'impro? Ça serait quoi tes conseils à toi avec toute ton expérience? D'essayer.
de s'essayer, de trouver des copains. Il y en a beaucoup qui font mes stages, ils disent je voudrais continuer. Alors je les envoie à la LIFI. Et puis des fois, je leur dis mais t'as pas 2-3 copains et puis vous entraînez. Voilà, entraînez-vous. Alors ensuite, t'as des gens plus ou moins doués. Voilà, t'as des gens, ils ont ça dans la peau. Puis t'en as, ils peuvent s'entraîner, ils l'auront jamais. Hein. J'ai vu des très bons comédiens, mais incapables de se mettre en état de disponibilité à l'improvisation. Ou alors qui se rendent malades, parce qu'on avait, je sais c'est à qui on en parlait de Rufus, qui vomissait quasiment avant chaque match, parce que tellement il se mettait... Ah mais moi j'avais moi qui suis pas très très traqueur, moins maintenant que jeune, mais au Bataclan, mais au moment où j'entendais Yvan Garwell, il y avait un projecteur qui me prenait, je sortais de la coulisse, j'arrivais sur la scène et il y avait 1300 personnes qui hurlaient, je savais que dans 30 secondes je allais devoir jouer quelque chose dont je ne savais pas la première broque. J'avais envie que le plafond s'écroule et que le spectacle n'ait pas lieu. Mais c'était une jubilation d'éprouver ça. Mais je voulais vraiment que ça s'écroule, qu'il se passe... Voilà, je n'ai jamais eu peur comme ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'était jouissif. C'est jouissif. En même temps, c'est comme, tu peux pas t'en passer. C'est-à-dire, au moment où tu arrives, tu dis, mais personne m'a obligé à venir. Mais oui. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là, exactement. Personne m'a dit, je joue pas ma vie et tout. Pourquoi, putain, je suis là? Et puis, une fois que t'es là, et ce qui est jubilatoire, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais non, voilà. Tu vois, tu peux juste recevoir 1300 savates. Voilà. Mais t'es tellement content d'être là et de participer à cette folie. Ça fait partie du fameux risque, hein, dont tu parlais au début, oui. Oui, moi, j'aime bien, j'ai même pris, alors il faut que les risques soient calculés. Adolescent, c'est le principe de l'adolescence, c'est qu'on prend des risques, il faut faire attention quand on passe la frontière, que ça reste conscient. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques. Calculé, mais qui aime bien, même dans ma vie. Voilà, même des fois des choses, mais je sais pas, dans la nature. Ça, je me rappelle avec un copain, avoir sauté. Je crois qu'on était en Irak, on faisait une tournée. J'ai fait une grande tournée Afrique et Moyen-Orient. On était en haut d'une dune et on se dit, on y va. Ouais, il faut pas le faire. Hein. Non. Et hop, je sais pas, on aurait pu être enseveli par des milliards de tonnes de sable, etc. Mais évidemment, on l'a fait. On a descendu. Voilà. Moi, j'aime bien prendre des risques. Ouais. Plonger au milieu des requins, aller le plus près possible, dans la baie de Kanouméra, en Nouvelle-Calédonie, c'est merveilleux. T'as fait le tour du monde un petit peu, non? Oui, grâce au théâtre. Grâce au théâtre. À l'époque où on pouvait encore tourner. J'ai été dans des pays où on ne pourra plus retourner avant des dizaines d'années, des générations. Au Mali, au Tchad, au Niger, Burkina Faso. Des souvenirs extraordinaires. Où tu apportes le théâtre à des gens qui parlent, eux, dans la vie, la langue de Molière. Ouais. Et avec des gens, évidemment, ça devient des amis, c'est des gens avec qui t'as partagé ça, oui. Forcément, ça forge quelque chose. Je les vois toujours, bien sûr. Ouais. Ouais. Gardez, vous les jeunes, gardez bien au chaud vos amis d'enfance. J'en ai retrouvé là, que j'avais pas vu depuis 45 ans du lycée. Gardez-les bien au chaud parce que ils sont précieux. Il y a quelque chose de plus que les amis qu'on se fait adultes. Parce que l'adolescence est un moment où la sensibilité est très très forte et voilà, faut se les garder au chaud. Je te remercie beaucoup, Yvan. On se voit ce soir. Je vais venir te voir le cercle des poètes disparus et puis je te verrai après le spectacle. J'ai hâte de voir ça. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez au plus grand nombre et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Le mois prochain, je recevrai un couple d'improvisateurs, 2 êtres merveilleux avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de fouler les scènes du théâtre comme celle de la patinoire, 2 personnes que j'aime et que j'admire beaucoup, Elric Thomas et Marc Janssen. Mais avant, je vous laisse en compagnie d'Yvan, interprétant Akinisi de Richard Desjardins. Portez-vous bien et que l'improvisation soit avec vous. C'est quand même incroyable qu'on soit encore vivant, à 100 000 sous zéro et depuis 100 000 ans.
Peu importe comment le décor te programme, c'est toujours les tropiques quand tu aimes une femme. Tout commença quand ils se sont perdus un jour. Le traîneau de secours s'est perdu à son tour. Le caribou couché dans la gueule du loup, j'ai pris de vieilles étoiles pour me faire un igloo dans la toundra. Susunkada. Pourquoi Alachouac me parle-t-il ainsi, touriste de nylon, alien que je suis? Dans un ciel éclaté aux bouches des cratères, je me demande si nous sommes encore sur terre. J'ai bel et bien perdu la trace, me dit-il. Ne tentons pas la panique, c'est inutile. Je suis une légende et toi t'es une affaire. Je te donne l'éternité et tu me donnes une bière. Dans la toundra, il y a des bons gars. Le petit point là-bas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Un trou dans la glace, un loup dans ma trace. Ici, c'est comme ailleurs, c'est comme la mémoire. Tout ce qui s'éloigne prend la couleur du noir. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Un météore blasé, un casino viking, une armée en déroute, quelqu'un qui te fait signe. Ton ennemi juré qui te voit dans sa mine, ou l'homme de pierre t'épargnant. Le pire, dans la toundra, tu ne sais pas. Peut-être le beau temps découvrant la rocaille, des animaux masqués en smoking funérailles. La pauvre Kipaluc accouplée à son chien, ils auront les yeux bleus, des dollars plein les mains. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? La carcasse de l'avion, le pilote aux yeux fixes, la cargaison d'alcool dans l'hiver de 36. Ils l'ont toute bu pendant que les bêtes passaient. Rappelle-toi petit, la mort n'arrive jamais. Dans la toundra est déjà là. À Kinésie aussi, je crois que je l'attends. Elle est passée comme une outarde au printemps. Si tu savais combien d'années il a fallu pour qu'elle vienne sur ma couche toute nue. Elle est sourde et muette et secouée de transe. Elle s'en fut se marier à un mur de silence. J'entends parfois la nuit sa prière électrique. Oh quel oiseau de malheur, oh quel chant magnétique. Dans la toundra, Kamasutra. Vous autres, vous dites souvent que le monde est petit. Jamais pourtant je n'ai revu Akinésie. Le petit point là-bas, c'est peut-être le chasseur qui pose son fusil le soir près de son cœur. S'il ramène de la viande, il aura de la peau et encore des enfants pour manger le troupeau. Qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va? Akinésie, viens ici dans mes bras. C'est quand même incroyable qu'on soit encore vivant à 100 000 sous zéro et depuis 100 000 ans. Peu importe comment le décor te programme, c'est toujours les tropiques quand tu aimes une femme. J'ai la trajectoire, la tension et la cible. Mon arme a le métal des armes inadmissibles. Je mangerai les dieux tombés à mes côtés et je ne plierai que devant la beauté. Je sens déjà rouler le frisson sur ma nuque. Mon âme s'envoler dans un blizzard de sucre. Je savoure monter et je ferme les yeux. Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux. Je me perdrai encore et encore tant que je n'aurai pas trouvé cet être qui me manque. Pour célébrer cela, tu vas faire quelque chose. En arrivant au sud, tu m'envoies
une rose dans la toundra. Au-delà, au-delà.